Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine avec autour de la table aujourd'hui le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le chercheur associé chez Triangle Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Le sommaire du jour, le score des écologistes à Francheville, la primaire LR et la communication de la ville de Lyon. Ce dimanche, les électeurs de Francheville ont droit à un second tour pour la municipale anticipée de la commune. Il n'y a pas beaucoup de suspense sur les 4 candidats en lice au premier tour. Tous se sont qualifiés, mais Claire Pouzin, la candidate LR, est arrivée largement en tête avec 41% des voix. Et surtout, Hélène Duvivier, la candidate écologiste, n'est arrivée que 3e avec 19%. Raphaël, ça a été une surprise pour beaucoup d'observateurs et pour les Verts eux-mêmes. Ils comptaient beaucoup sur ce scrutin, 1 an et demi avant 2026. Oui, le score des écologistes est une vraie surprise parce que faut rappeler qu'à Francheville, en 2020, ils étaient passés à 75 voix de l'emporter, avec un candidat qui faisait plus de 30% au premier tour, et puis donc en alliance qui a failli l'emporter au deuxième. Là, leur candidate est en dessous des 20%. Ça relativise beaucoup les résultats qu'il y avait eu aux législatives. On se souvient que les écologistes s'étaient réjouis du bon score du nouveau Front populaire dans l'agglomération, et quand on faisait des projections sur les métropolitaines qui arrivent dans un an, c'était plutôt rassurant pour eux. Depuis, les indicateurs sont pas bons. C'est vrai que c'est pas seulement dans cette partielle-là. On peut voir à Grenoble, où le NFP a perdu un député au profit d'une candidate macroniste. Donc il y a probablement que l'électorat, en tout cas que l'électorat du Front populaire, nouveau Front populaire, a du mal à se mobiliser sur des partielles. Mais oui, on peut regarder ces résultats comme on veut, c'est pas une bonne nouvelle pour les écologistes. Farid, pour vous aussi, c'est un rejet anti-écolo ou est-ce qu'il y a des enjeux locaux qui font qu'il faut voir un peu plus loin que ça ? Il y a des enjeux locaux dans toute l'agglomération. C'est les travaux et tout ce qu'ils mettent en place les écologistes en ce moment. Moi, je l'avais annoncé, j'avais écrit une chronique, etc., pour prévenir que l'enjeu de la chaufferie à bois sur Francheville allait vraiment canaliser beaucoup d'énervement chez les habitants. Et je le sentais, moi. J'ai de la famille qui habite à Francheville. Donc je sentais vraiment que les gens, il y a eu une surmobilisation du vote. Il y a eu plus 4 sur un truc partiel. Normalement, les gens, ils ne votent pas, on parlait de Grenoble. À Grenoble, ils ont perdu la moitié des votants. Là, ils ont fait plus 4. Il y a vraiment, quand il y a des enjeux comme on va voir sur Lyon avec les travaux, les enjeux de vie quotidienne qui sont dégradés dans l'agglomération lyonnaise et sur la métropole, sur certains points, comme Francheville avec la chaufferie à bois, Sainte-Foy-les-Lyons aussi, Lyon avec les embouteillages, les travaux, etc., ça risque de poser un gros problème en 2026 aux écolos. De plus, il y a aussi les travaux, c'est maintenant. Après 2026, on commencera à voir les fruits des oui, travaux. Mais on change un peu le contexte. Et puis la chaufferie à bois a été abandonnée. Oui, mais la chaufferie à bois a été abandonnée. Oui. Mais vraiment, les habitants, ils ont senti que la chaufferie à bois a été abandonnée parce qu'ils se sont mobilisés. Un exemple. À Vénissieux, j'ai lutté, ça fait un moment que je ne peux pas piffrer les chaufferies à bois. Pour moi, c'est une des pires pollutions qui existent, pire que les mines à charbon, etc. Et pourtant, c'est du bois. Et alors, le bois, quand il brûle, ça devient quoi? Du charbon? Si je te dis demain, on fait une chaufferie au charbon, tu vas me dire non, c'est super polluant. Ben, c'est la suite logique. Oui, mais le bois charbon, brûle, ça devient du pousse pas. charbon. Ça pousse pas le charbon. De quoi? Le charbon, ça pousse pas. Et alors Un arbre, tu peux le planter, et hop, ça devient un bel arbre, et tu le brûles après. Allez, rebasculons sur Francheville. Non, mais c'est important de... Je vois pas l'intérêt, surtout que ça, moi je parle de pollution, c'est-à-dire que c'est l'énergie renouvelable. Mais... c'est l'énergie renouvelable, c'est une façon de voir les choses, parce que si on coupe un arbre, après, il va moins capter le CO2. C'est ce qu'on m'a dit dernièrement, c'est un arbre mort, il est plus là, quoi. Oui, mais la mine de charbon encore moins quand même. Oui, mais là il l'avait retiré, donc c'était plus un sujet. Mais on sauve qui? Est-ce qu'on sauve les habitants de Lyon quand on utilise une mine à charbon, ou on sauve les petits pingouins au Burkina Faso? Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ma respiration à moi sur le moment. Tout le monde. Ils sont au Groenland, les pingouins. Quand on n'utilise pas de charbon, on sauve tout le monde. Romain, sur Francheville. Oui, alors sur Francheville, bon, la chaufferie à bois, là où je suis d'accord quand même avec Farid, c'est que ce retrait de la... D'ailleurs, Caroline Paris, elle utilisait un peu cet argument. Elle était opposée à Hélène Duvivier, et elle disait, oui, pour l'instant, ils l'ont retiré, mais est-ce que c'est pas purement électoraliste? Est-ce que cette histoire de remplacer la chaufferie à bois par de la chaleur fatale d'une grosse entreprise, c'est vraiment vrai ou pas? Non, mais là, on voit aussi la vraie arnaque. Parce qu'on parle de chaleur fatale, etc. Oui. Nous, ils nous ont mis des chaufferies à bois. À Vénissieux. Alors que juste en face de nous, on a
Comme elle est toute petite, c'est la plus grosse chaufferie à bois de la région, celle de Vénissieux. Il y en a plein. Il y en a 4 à Vénissieux. Il y en a des Donc, petites. il y en a 4 à Vénissieux. Quoi qu'il en soit, pour, Ouais. pour la chaleur fatale, on est Ouais. en face de la vallée de la chimie. On a 1 tonne de chaleur fatale. À aucun moment, ils nous l'ont proposé. Vraiment, c'est la preuve qu'ils ont reculé et que ça va leur coûter un bras, cette histoire de chaleur fatale qu'ils ne mettront jamais. Hein. Là, devant la caméra, il n'y aura jamais de chaleur fatale. Hein. Il ne faut pas s'y attendre. Hein. Oui, alors effectivement, on pouvait avoir... Je pense qu'effectivement, ce retrait, ça pouvait paraître, pour les Franchevillois, l'idée de se dire, eh bien, si on a une maire qui est dans l'exécutif de la métropole, eh ben, au moins on sera entendu à la métropole. Ça pouvait être un calcul. Mais effectivement, le fait que ça soit un peu précipité et pas très clair, ce retrait du projet, tout en étant un petit peu miraculeux, ça a probablement pas dû tellement convaincre les Franchevillois que c'était intéressant d'avoir Hélène Duvivier maire, alors qu'elle était VP tourisme à la métropole. Donc ça a pas fonctionné. Après, est-ce que c'est un signe défavorable pour 2026 ? Là, je serais moins convaincu. Alors évidemment, les travaux, c'est une catastrophe, et c'est l'enfer, la vie est très pénible. L'enjeu quand même pour la majorité verte, à Lyon comme à Villeurbanne, comme à la métropole, c'est d'arriver quand même avant l'élection, qui est quand même pas tout de suite, en plus on n'est pas exactement sûr de quand l'élection aura lieu, arriver à refermer un peu les rues éventrées et redonner un petit goût de ce que serait la ville sans travaux avant que ça soit l'élection 2026. Et je pense que les raisons de fond qui font que les gens ont voté écolo en 2020 n'ont pas complètement disparu. Donc pour vous, on pourra avoir une vraie visibilité sur les chances des uns et des autres qu'à partir du moment où les travaux seront terminés, en fait à quelques mois des élections, quoi, début 2026. Alors non, ils ne peuvent pas terminer les travaux. Hein, mais ils en ont repoussé plein, en tout cas. Voilà, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est refermer toutes les rues éventrées, nous laisser rouler un peu, et puis recommencer en 2027 quand ils auront pour finir. Moi, je pense que le traumatisme, il est trop flagrant. Okay. Quand ils auront fini leurs travaux, on y pensera encore tous à nos bouchons et à nos galères qu'on a vécues au quotidien. Donc je pense que ça va être compliqué. Et en plus, là, on se basait un peu sur l'Ouest lyonnais, qui était un peu particulier, parce que c'était un secteur qui voulait récupérer les écolos à travers Oulin, à travers pas mal d'élections. Mais déjà, Oulin... C'est pas tout à fait le même électorat. Oui, mais c'est pas tout à fait. Mais ils avaient quand même des vues sur Oulin. Ils en ont toujours. Voilà, mais Oulin, c'est aussi à coquiner avec Pierre-Bénite. Maintenant, c'est une seule ville. Oui. Donc, ils ont récupéré les électeurs de droite de Pierre-Bénite. Ça va déjà être difficile, rien que déjà, dans les mêmes conditions qu'en 2020, je suis même pas sûr qu'ils auraient récupéré la ville. Mais aujourd'hui, avec, on va dire que le vent contre eux compte, ça va être, pour moi, compliqué dans l'Ouest lyonnais. Après, métropole et Lyon, c'est deux choses différentes. Bon, après, ce qui compte aussi, c'est les dynamiques pour mobiliser son électorat. Là, ce qu'on voit, c'est que mobiliser l'électorat du Front populaire en ce moment, de la gauche en général, c'est très compliqué parce que... En sachant que ce n'était pas totalement le Front populaire à Francheville, puisque la France insoumise ne soutenait pas Hélène Duvivier. Exactement, et qu'il y a un choix, commence à revenir de côté de la métropole, le choix qu'elle a fait de faire campagne quand même plutôt au centre, sur comme on fait traditionnellement dans les communes, les plus petites communes de l'agglomération. En fait, ça fait qu'il y avait quand même beaucoup de candidats au centre, parce qu'on avait, en fait, on avait 3 listes au centre. On avait le centre gauche, le centre droit qui l'emporte, et puis le centre écolo, on va dire, et que c'était peut-être pas la meilleure stratégie pour mobiliser les électeurs de gauche sur Francheville. C'est sûr que se mobiliser contre un projet, contre l'idée d'une chaufferie à bois, même on a vu avant le téléphérique sur Francheville, localement ça marche bien, ça a été assez mobilisateur. Donc après, pour l'enjeu pour les écologistes la prochaine fois aux métropolitaines, ça va être de trouver un projet qui mobilise vraiment leurs électeurs. Le contexte va être très différent. On aura quand même des élections municipales partout en France, avec un enjeu national plus fort. Je pense que le contexte va être vraiment différent. Mais c'est vrai que ils avaient envie de se rassurer. De toute façon, l'analyse, on l'a faite plusieurs fois ici. Hein. Moi, je vois toujours pas de raison de voir les écologistes perdre à Lyon, ni à Villeurbanne. Je pense que, globalement, les grandes villes de gauche vont le rester. Après, ils peuvent se diviser. Il peut toujours se passer des choses. Hein. En tout cas, électoralement, pour l'instant, ils sont quand même largement favoris. Donc la dynamique, elle va quand même être... Non, ils ne sont pas largement favoris. À Lyon? Non, Marie Toussaint, elle a fait 11% aux européennes. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que la ville va rester de gauche.
Je ne dis pas qu'elle ne va pas rester de gauche. Je dis, je ne suis pas d'accord que ça sera les écolos. Parce que je ne suis pas sûr que les socialistes ne vont pas partir devant, qu'ils ne seront pas devant, que la France insoumise ne va pas passer devant. Et les accords, après, au final, est-ce que ça sera un écolo au final? Et Nathalie Pélan-Gilbert aussi. Non, mais je suis d'accord avec vous. On n'a pas encore la photo des candidatures. On verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, leur base électorale fait que normalement, ce camp-là est quand même très largement favori sur les prochaines élections. Écolo, oui, mais avec quand même une prime au sortant dans un camp. Ça peut aussi les renforcer malgré les divisions. On l'a vu. Après, on va parler des divisions de la droite. Mais si la droite arrivait entre Béatrice de Monti, Pierre-Olivier, tout ça, à faire quelque chose, ça ouvrirait un espace quand même pour eux. C'est évident qu'il y a une grosse difficulté pour les faire à convaincre. Ça ne fait pas non plus énorme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surestimer ces différentes personnalités dans leur impact électoral sur la ville. Ils partent quand même d'une réalité électorale d'une ville qui est quand même pas très à droite. Donc ils ne vont pas réussir à démultiplier les pains magiquement non plus. Puis vous parliez des scores aux européennes. Rappelez-nous les scores des Républicains aux européennes à Lyon. C'est faible, mais quand vous regardez la droite, il y a quand même quelque chose. C'est quoi la droite pour vous? Si vous regardez Bardella, il fait... La droite, Bardella, c'est l'extrême droite. Oui, mais c'est des gens... Non, mais c'est des gens d'extrême droite, ça va être encore pire, parce que l'extrême droite en elle-même ne votera pas pour une liste du centre, sauf s'il y a une nouvelle idée qui se passe à Lyon, qu'il y a un accord entre les deux. Mais ça va plutôt leur poser des problèmes, puisque l'extrême droite ne va jamais apporter des voix à ceux du centre ou à la droite classique. Donc ça va plutôt leur tirer vers le bas que vers le haut. Oui, mais enfin, ça veut dire qu'il y a quand même des gens, il y a 20% de gens qui, à Lyon, ont voté pour Bardella en 2024. Et ces gens-là, forcément, ils sont furieux contre quelque chose. Alors, en plus, alors effectivement, il n'y a personne pour incarner l'extrême droite pour l'instant. Et évidemment, Lyon ne va pas devenir d'extrême droite. Mais disons que la base électorale des Verts, c'est quand même énormément réduite. Et on voit bien que pour l'instant, la dynamique nationale est très très faible de leur côté. Allez, je vous propose qu'on avance, puisque donc, ce dimanche, on votera à Francheville, on votera aussi chez les Républicains du Rhône. La primaire pour désigner le chef de file de la droite pour les métropolitaines 2026 avait été repoussée une première fois. Elle se tiendra bien ce week-end. 2 candidats se font face. Le maire d'Écully, Sébastien Michel, grand favori, et la maire de Sainte-Foy-les-Lyons, Véronique Sarcelli. En parallèle, le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, lui, s'est clairement positionné en marge de cette primaire, négociant déjà avec des partenaires comme Synergie. Alors ma question est la suivante. La droite va-t-elle s'autodétruire, se transformer en combat de coq? Ouais. Farid. Bon, c'est sûr et certain. Alors ça sent tellement l'embrouille généralisée. Il y a 2 voies. La voie Wauquiez, la voie centriste. La ville de Lyon, pour moi, si elle doit repasser au centre droit, c'est impossible que ça passe sous la ligne Wauquiez, puisque les gens de Synergie, les anciens socialistes qui sont à l'intérieur, etc., vont jamais suivre une ligne droitière version Wauquiez. Donc la version Wauquiez, c'est Sébastien Michel. Et la version, on va dire, centriste, qui peut réunir un peu tout le monde, ça serait Gilles Gascon. Sarcelli, je ne sais même pas ce qu'elle fait là. Donc ils étaient sur les 2 points. Celle qui peut plus ou moins ramener la ville ou la métropole, je pense que ça serait un côté centriste. Mais Wauquiez, pour sauver les meubles, et il préfère, je pense, une défaite dans la métropole et une défaite à Lyon, plutôt que laisser émerger une proposition autre que la sienne. Donc là, ça va partir une guerre fratricide et je ne sais pas comment ça va en finir. Quoi qu'il en soit, c'est Wauquiez qui va gagner à la fin. Il a toujours gagné. Regardons, comment il s'appelle, Vincent Day. Alexandre Vincent Day. Costaud, Vincent Day. Il y avait du monde derrière lui. Il a été chef des Républicains. Quand Wauquiez appuie sur le bouton fin Vincent Day, il n'y avait plus personne. Ça a mis du temps quand même. Ouais, mais il appuie sur le bouton et ça a marché. Donc, Romain? Oui, non. Bon, là, quand on dit qu'ils vont s'autodétruire, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne et que ça va s'effondrer. Alors qu'on n'en est même pas là. Il n'y a rien. Ils sont déjà bas. Voilà, il n'y a rien. Et puis, ils continuent à entretenir le rien. Alors après, j'imagine que Véronique Sarcelli, elle a accepté de faire semblant d'être candidate à cette primaire pour que Sébastien Michel ne soit pas seul candidat après le retrait de Gilles Gascon et que ça fasse comme si c'était vraiment... démocratique. Démocratique, il y avait une élection. Vous êtes sûr? Parce que s'ils avaient voulu organiser quelque chose comme ça, ils auraient vraiment trouvé du monde. Ils auraient pu trouver 4-5 personnes, un jeune qui traîne par là, un moins jeune, un élu. Enfin, c'est facile de faire semblant d'organiser quelque chose. C'est quand même une candidature surprise, Véronique Sarcelli. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on se... C'est pas surprise, on a toujours parlé de Sarcelli. Hein. À mon avis, ça cache quand même un sujet un peu plus profond, parce que Véronique Sarcelli était en binôme avec Gilles Gascon depuis 1 an, 2 ans. Oui, mais quand il a été question de la première, en décembre, de la première tentative de primaire, son nom circulait déjà.
Déjà, on disait elle pourrait y aller. Puis elle n'y est pas allée. Et tout d'un coup, elle s'était mise en binôme avec Gilles Gascon. Le fait que lui se retire et qu'elle dise qu'elle y aille, quand même, c'est une surprise parce qu'on ne l'attendait pas sur cette primaire. On pensait qu'elle resterait solidaire de Gilles Gascon. C'est en ça que c'était une surprise. Je ne suis pas sûr que ce soit téléguidé par qui que ce soit sa candidature. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait zéro chance non plus. Parce que, en fait, son profil peut plaire aux militants. Et c'est peut-être pas, il n'est pas forcément le mauvais choix. Non, c'est pas les militants. Pas les militants, c'est les, Ouais. c'est les élus. Cadres, élus. Ouais. Donc on est d'accord qu'il y a les élus régionaux qui sont dedans, Oui, qui sont il y a sur les élus la régionaux. coupe de Wauquiez. Oui. Donc on peut dire que c'est fini, Sarcely. Elle est partie, c'est histoire de compter. C'est qui va soutenir un petit peu Gascon. C'est peut-être une histoire de faire des comptages. Du moment où il y a des élus régionaux qui votent, on arrête, il n'y a pas d'élection. C'est Gilles Gascon qui avait demandé qu'on élargisse, y compris aux élus régionaux. Gascon. Oui, bah après, moi je suis un peu sur la même analyse, c'est-à-dire que je ne crois pas à une autodestruction de la droite sur cette élection-là. Pour l'instant, cette bataille a plutôt l'intérêt de faire émerger des personnalités qu'on connaît assez peu. Donc ça a plutôt un petit effet primaire qui fait s'intéresser aux propositions des uns des autres, qui les oblige à s'affûter un petit peu en s'affrontant aujourd'hui à blanc, entre guillemets, avant d'aller porter le scrutin, parce que honnêtement, aucun des trois, il y a 2-3 ans, on aurait dit c'est le candidat évident pour l'emporter face à Bruno Bernard, alors que celui qui s'imposera au final de cette primaire, quelle que soit la forme, en réalité aura des chances. Il aura des chances, mais on voit bien que cette primaire va être décisive de rien du tout. Alors après, on peut considérer que Sarcely, c'est vrai, dans ces cas-là, elle va perdre, elle va dire « ça m'intéresse quand même toujours », et il y aura de toute façon Gascon, Michel, Sarcely, et probablement plein d'autres qui y pensent aussi. Donc c'est qu'une étape jusqu'à la fin. Parce que c'est une étape vers une autre étape qui sera encore plus difficile, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec Gilles Gascon aussi. Mais Parce voilà. que Gilles Gascon, du coup, se retrouverait en dissidence s'il continuait à vouloir être candidat. Voilà, et puis Bréau a dit tout de suite sur l'interview, non, on ne l'exclura pas. Donc ça veut dire on va le laisser vivre. Et grosso modo, à la fin, je pense que tout le monde essaiera de voir qui est en meilleure position quand il faudra vraiment y aller. Donc dimanche soir, à moins que Gilles Gascon dise Sébastien Michel ou Véronique Sarcely est notre chef de file et je me range derrière, on se dirige encore vers des temps... Le choix de la candidature d'opposition ne va pas se faire ce dimanche. Il commence à se poser, parce qu'après, il n'y a pas que non plus... Là, c'est juste le choix de chef de file de LR. Après, quels candidats ils vont choisir? Est-ce qu'ils vont choisir de mettre un LR en tête pour les élections métropolitaines? Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des calculs possibles. Il est cohérent si on regarde en se disant autour de dans l'agglomération, les villes un peu périphériques, il y en a quand même beaucoup qui sont passées LR. Donc on pourrait dire que ce serait cohérent d'avoir un LR à la tête de l'opposition. Mais pour l'emporter métropolitaine, il va falloir quand même gagner au moins une circonscription à Lyon, ce qui est fait la dernière fois, mais peut-être au moins 2. Sinon, ça ne bascule pas. Et pour arriver à faire ça, est-ce que c'est un LR qui est le mieux, ou est-ce qu'il va falloir qu'ils élargissent, qu'ils fassent une alliance un peu plus centrale? Dans ce cas, peut-être qu'ils ressortiront, les LR seront contents de sortir Gascon pour avoir quelqu'un de chez eux. On verra. À la fin, je pense que quand même, il y aura un accord. Après, pour remettre une pièce dans la machine, il y a une loi PLM qui va peut-être arriver là. La loi, pour décaler les élections métropolitaines? Même pas ça, c'est revoir carrément le mode de scrutin. Je ne sais pas si vous avez vu, là, Non. Macron, Alors, dans ce contexte, j'y crois pas du tout. Non, mais c'est ressorti là encore il y a 2 jours, quoi, en disant que Bayrou, il en aurait parlé. Est-ce que c'est possible qu'il le fasse dans un aussi court laps de temps? Non, ça paraît difficile, oui. C'est-à-dire contenter tout le monde avec un nouveau mode de scrutin maintenant, alors qu'il risque d'être censuré juste pour un mot de trop. Moi, j'y crois pas beaucoup à un changement de mode de scrutin. Et même le report du calendrier dont on commence à discuter. Oui, ça me paraît très improbable aussi. Techniquement, il pourrait être bon pour la droite. Séparer la métropolitaine des municipales, sur le papier, on se dit que ce serait cohérent. Parce que si on enlève la dynamique ville de Lyon, Villeurbanne, à Bruno Bernard, est-ce que les électeurs iront se remobiliser une deuxième fois au mois de juin? C'est un peu moins sûr. Là, on voit l'exemple de Francheville, que c'est pas... qu'électoralement, effectivement, la droite pourrait avoir intérêt à décaler ce calendrier. La droite fait comme si elle avait les règles du jeu. Elle avait réussi à mettre en place des règles du jeu pour éviter le drame de 2020, où tout d'un coup, la droite fait une alliance avec Collomb, un mec qui a été, comme dirait Romain Blacher, qui n'est pas là,
40 ans au PS. Et tout d'un coup, on fait un accord de n'importe quoi. Ils se disent, bon, on ne peut pas jouer aussi mal. Donc ils disent, ah, cette fois, on a des règles. Mais en fait, on voit qu'ils n'ont aucune règle. Et que c'est le Far West. À Lyon, Pierre Oliver commence par dire, je suis adoubé parce qu'il croise Laurent Wauquiez. Après, il dit, non, mais c'était pas exactement ça. Béatrice de Monti organise toute une espèce de dynamique autour de Lyon au cœur. Et puis, tout d'un coup, Pierre Oliver fait pareil, fait un grand meeting. Ah, bah voilà, c'est moi. Mais en fait, c'est pas vraiment moi. Et donc, en fait, c'est la course. Et il faut, comme s'ils avaient des règles pour essayer de rassurer. Ils ont effectivement le vent en poupe parce qu'on a l'impression que tout d'un coup, les gens revotent un peu LR quand on regarde les élections à droite à gauche. Et malgré tout, ils sont incapables de profiter de cette dynamique possible. Et à la fin, c'est Wauquiez qui choisit. Ça, c'est ce que dit Farid. Moi, je suis pas sûr. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'en fait le vainqueur de cette primaire LR, que ce soit Sarcely ou Michel. Est-ce qu'ils seront capables d'impulser une dynamique? Parce qu'en fait, c'est ça qui va compter. C'est pas le poids de LR. Au final, ils vont regarder à la rentrée, en septembre, qui est quand même en posture de rassembler et de l'emporter avec une proposition intéressante pour cette agglomération. S'opposer à la chaufferie de bois à Francheville, ça peut être efficace sur one shot, sur une partielle. Ouais, en mars l'année prochaine, ça suffira clairement pas. Il faudra qu'il y ait une énergie, qu'il y ait une dynamique, qu'il y ait un projet, qu'embarquent un peu les gens. Bon, bah ça, pour l'instant, on n'en voit pas le début. Allez, terminons avec notre troisième sujet qui est relatif au rapport de la Chambre régionale des comptes qui a comparé les budgets de communication de 13 collectivités dans la région et notamment les mairies de Lyon et de Villeurbanne. Alors, si cette dernière a dépensé 1,6 million d'euros en 2022, Lyon était à 2,4 millions d'euros. Les juges financiers se sont interrogés sur l'efficacité des actions de la mairie de Lyon qui multiplie les publications, les campagnes, les événements, mais sans réelle visibilité sur les performances et les retours. Alors, selon vous, est-ce que c'est justifié de dépenser autant en communication, parfois aveuglement, et quand on voit en plus que nos confrères de Lyon Capitale ont sorti aujourd'hui un sondage, IFOP Fiducial, qui montre que Grégory Doucet ne convainc pas du tout les Lyonnais. S'il n'avait pas claqué autant d'argent, je pense que le sondage serait encore pire. C'est quand on met autant d'argent dans la communication, c'est pour essayer de couvrir son inefficacité, quelque chose qui ne marche pas. Quoi qu'il en soit, les maires de Lyon... pas beaucoup bougé. Hein. Le maire de Lyon, les maires d'arrondissement, mais ça ne sert à rien. Oh bah ça existe là. Non, mais la métropole, elle a quasiment tous les pouvoirs. Aujourd'hui, un maire, ça fait quoi? Ça fait j'ai essayé de noter, des cantines bio, des cours d'ingérés, des fêtes de la mâche-croûte. Tout ça sert à rien du tout. Ils sont là, ils claquent des millions d'euros pour engager leurs copains. Ils ont mis une armée mexicaine au service de communication de la ville de Lyon. Ouais, ça trouve un boulot à ses copains pendant 6 ans. Ça fait bien sur les lignes de CV. Mais après, à côté de ça, et je ne suis pas d'accord sur votre classement de la communication des villes, là, où il y a Lyon, Villeurbanne, etc., mais on a oublié Vénissieux. Parce que Vénissieux, 600 000 euros... C'est la Chambre régionale qui... Oui, mais la Chambre régionale des comptes en elle-même, il y a eu un jugement dernièrement. Ils ont considéré qu'Expression, c'était une régie publique maintenant. Une régie publique, donc on remet les 610 000 euros. Expression qui est un journal qui touche 600 000 euros de la part de la mairie chaque année. Mais qui n'est pas considéré comme un journal maintenant, si. Suite à ce jugement, c'est devenu un service public. Donc il faut rajouter les 600 000 balles à Vénissieux, et je pense qu'on est devant Lyon. Eh oui, on est devenus les plus chers. Justement pour couvrir le rien du tout. Quand on couvre rien du tout, quand on essaie de faire oublier les règlements de compte à Vénissieux, la violence, les trafics de drogue, les problèmes de pollution, les problèmes de logement, de squat, de clochardisation, on met 38 millions d'euros, je ne sais pas combien, dans un budget de communication. Je crois qu'en 2022, le chiffre qui donne, c'est plutôt 11 millions. Mais effectivement, bon, après, c'est intéressant. C'est le rapport vraiment final du premier rapport auquel vous faisiez allusion, qui disait, oui, mais il reprochait à la ville de Lyon d'avoir en fait plein de chargés de mission qui sont à la communication, tout en étant dissimulés dans les services. Et en disant, c'est pas possible. Et la ville de Lyon, elle dit, c'est toujours fait comme ça. D'accord, on tient compte de ça. Donc ils reconnaissent ça. Et la Chambre régionale dit je vous avais pris conscience du problème. Mais effectivement, on voit qu'il y a effectivement un problème avec la communication. Mais curieusement, quand le gros reproche, c'est de dire vous dépensez de l'argent à avoir des community managers sur les réseaux, puis vous continuez à faire de la communication écrite, vous faites des campagnes, des posters, tous ces trucs-là, et vous ne mesurez pas l'efficacité. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un reproche qui tient la route, parce que
c'est comme si on leur disait, dites donc, vous rénovez les bâtiments, vous ne mesurez pas l'efficacité. Ou vous faites des crèches, vous ne mesurez pas l'efficacité. C'est comme pour une entreprise privée qui va faire de la publicité. Si elle n'a pas des nouveaux clients après avoir dépensé 15 000 euros, elle va peut-être arrêter de faire de la publicité. Là, c'est le même principe, mais avec de l'argent public. Vous connaissez la phrase du directeur de la communication de General Motors qui dit « La moitié de mon budget pub ne sert à rien, mais je ne sais pas laquelle ». Bon, c'est un vieux truc. Donc, évidemment qu'il y a une part d'incertitude. Alors, évidemment, maintenant, on a des tas de façons de mesurer réellement l'efficacité sur les clics. Vous mettez une pub, les gens cliquent dessus, ça vous fait ça rend les choses un peu plus rationnelles. Mais il y a tout un élément. Vous mettez une affiche pour dire aux gens arrêtez d'agresser les filles dans la rue. Vous ne pouvez pas savoir si après les filles se font moins agresser. Vous faites une énorme campagne pour Angela en disant si quelqu'un vous importune, rentrez dans un magasin où il y a écrit Angela et on s'occupera de vous. Mais est-ce que ça aide vraiment les filles à moins se faire harceler? C'est très difficile de mesurer ça. Donc je trouve que la Chambre régionale des comptes là-dessus est quand même dure et que après par ailleurs elle salue le fait qu'effectivement en 2022 ils se sont mis à dire on va avoir une idée quand même, on va écrire ce qu'on voudrait faire avec notre communication. Donc en 2022 pour la première fois depuis l'histoire de Lyon, depuis Lugdunum en 54 après Jésus-Christ, quelqu'un s'est dit on va écrire ce que c'est qu'une stratégie de communication. Alors nous on n'a pas pu, enfin moi je l'ai pas lu cette stratégie. Mais ça n'a pas été présenté au Conseil municipal. Oui, voilà, alors ça c'est vrai. Et la Cour des comptes dirait vous pourriez pas quand même partager un peu pour quelle est votre stratégie. Mais enfin au moins ils ont écrit un truc. C'est bien quand même. Oui, 2022. C'est vrai qu'il y a beaucoup de statistiques finalement dans le rapport de la Cour des comptes de Lyon. On constate, c'est une ville qui dépense pas mal en termes de communication par habitant. On est plutôt dans le haut du panier. C'est pas propre aux écologistes. La Cour note que le budget de communication a augmenté plus faiblement que l'inflation ces dernières années pour la ville de Lyon, ce qui n'est pas du tout le cas de la région, par exemple. La région, on est à plus 58%. Ou à Clermont-Ferrand. Plus 2% pour la ville de Lyon. Avec, pour la région qui partait de plus loin, et si on compte par habitant, aujourd'hui, la région continue de dépenser moins par habitant. Bon, après, il y a beaucoup d'habitants. Mais même moins en fonction du budget de la région, qui est de 4,7 milliards, ils dépensent quand même moins de communication pour pourcentage que ne peut faire la ville de Lyon. Mais globalement, oui, on n'a pas vu de problématiques, comme on a pu voir à la région, d'une cour des comptes qui reproche des sondages sur la personnalité du maire, qui n'avait rien à faire là, des collaborateurs qui font les réseaux sociaux nationaux de Laurent Wauquiez. On n'a pas trouvé ça pour Grégory Doucet. Il reproche les collaborateurs aussi. Oui, mais Grégory Doucet. Il ne leur reproche pas d'avoir une ambivalence sur leur fonction. Est-ce qu'ils font sa communication en tant que président de région, ou en tant que maire de Lyon, ou en tant que comme politique? Oui, ou à Grenoble, ils reprochent à Grenoble d'avoir fait une énorme banderole sur la mairie en disant la retraite à 64 ans, c'est nul. Et là, ils leur disent mais non, mais ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais ils l'ont fait à Vénissieux, ils n'en ont même pas parlé sur le rapport de la Cour des comptes. Mais ce qui me fait rire, c'est que la Cour des comptes, elle reproche à Grenoble ce qu'elle ne reproche pas à Vénissieux. Parce qu'ils ont fait ça, bien sûr, ils ont fait exactement la même chose. Contre la réforme des retraites à 64 ans. Je l'ai lié, j'ai les photos. Vous avez la photo? Ouais. Mais c'est pour ça, c'est marrant. Ils reprochent à une ville, mais ils ne le reprochent pas à une autre. C'est-à-dire quoi Vénissieux, ils ont un bâton de pèlerin ou quoi? Après, les juges financiers, ils ne peuvent pas non plus faire toutes les villes. Ouais. Ils ont déjà été pas mal sur le dos de Vénissieux. Mais ils l'ont fait à Vénissieux il n'y a pas longtemps, quoi. Ils étaient là, ils l'ont fait en même temps. C'est ce qui me fait dire ça. Ils reprochent à Grenoble le même contrôle qui était à Vénissieux, mais ils le reprochent une banderole à Grenoble qu'ils ne reprochent pas à Vénissieux. C'était la même période. C'est-à-dire quoi? Il y a un problème ou quoi? Allez, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez réagir sur le sondage IFOP fiducial de Lyon Capitale sur Grégory Doucet qui montre que par rapport à la même étude en 2023, l'évolution était plutôt négative pour Grégory Doucet? Rapidement, s'il vous plaît. C'était la nouveauté, les écologistes. Il y a des gens, ils ne savaient pas quoi voter en 2020. Ils étaient là, ils se sont dit, écolo, j'aime bien, c'est propre, ça va sauver les pingouins du pôle Nord, etc. Ils ont voté pour, c'était le Covid, ils ont voté pour les écologistes. Aujourd'hui, là, on arrive sur une population qui a été un petit peu échaudée. Pour moi, il y a 20% de personnes qui ont voté pour eux qui ne seraient pas là. Et bien, ces 20%, on les retrouve aujourd'hui dans le sondage. Je pense qu'il y a un an, Lyon Mag a sorti un premier sondage très défavorable. Il y a 2 ans. 2 ans déjà. 2 ans, ça passe vite. C'est fou. Lyon Mag a sorti un sondage très défavorable au bilan du maire. Très défavorable. Et Lyon Capitale avait fait ça, disons, un mois après, en disant que c'était moins défavorable.
Là, leur sondage à eux, c'est plutôt aligné sur le premier sondage de Lyon Mag, avec un taux d'insatisfait qui est monté au-delà de 60%. Et alors bon, évidemment, tout ça c'est difficile à dire, mais j'imagine quand même qu'à la mairie, on se dit, il faut qu'on trouve un moyen d'inverser la courbe, parce que visiblement, ça ne va pas dans le bon sens. Raphaël? Et j'ai pas lu ce sondage, donc je ne vais pas éviter de réagir. Très bien, allez, c'est la fin de cette Alors maintenant, il est émission. sérieux. Après, pour revenir, il y a Oui. un super sondage, ça s'appelle les élections. Donc elles vont arriver, on va bientôt savoir où on en est. Alors, pas tout de suite, quand même. Oui, mais on aura d'autres sondages d'ici là. vous Oui, savez. d'ici, on aura des trucs. Quand même. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com. On se dit à la semaine prochaine.